Depuis le décès de la reine Élisabeth, il semble que les jours de paix à l'intérieur du palais de Buckingham soient révolus. Depuis que le roi Charles a accédé au trône, la famille royale britannique a été confrontée à une crise après l'autre, une série de malheurs qui donnent l'impression que le destin lui-même teste la force de la monarchie. Le roi a été diagnostiqué avec un cancer. La princesse Catherine lutte également contre une grave maladie. Et le prince William porte désormais un fardeau toujours plus lourd, non seulement en tant qu'héritier du trône, mais aussi en tant que dernier symbole d'espoir pour l'avenir de la couronne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que le monde continue de s'inquiéter pour la santé de Charles et de Kate, la famille royale a soudainement fait une annonce majeure qui a enflammé les médias britanniques et mondiaux. Ce n'était pas simplement une autre mise à jour interne. C'était un tournant qui pourrait changer à jamais la façon dont le public perçoit la maison de Windsor. Cela pourrait-il être un signe que le changement est en marche? Une réforme, un transfert de pouvoir, ou peut-être la montée silencieuse d'une autre crise imminente? Des sources au sein du palais ont révélé que cette décision a été prise dans un contexte de tension et de division profonde. Un camp se bat pour préserver la tradition, tandis que l'autre pousse à la modernisation. Et entre eux se tiennent William et Kate, forcés de choisir entre l'honneur et le devoir, entre la couronne et l'humanité. La nuit dernière, au moment de la publication de l'annonce officielle, la Grande-Bretagne semblait retenir son souffle. Une nouvelle ère pourrait commencer, ou cela pourrait être le moment qui marquera la chute d'une dynastie vieille de plusieurs siècles. Qu'en pensez-vous? Est-ce l'occasion pour la famille royale de regagner la confiance du peuple, ou le tournant qui pourrait tout faire s'effondrer? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le prochain chapitre dramatique qui secoue le cœur du Royaume-Uni. Le moment choisi pour cette annonce est crucial. Publié à 18h, heure de Londres, au moment où le cycle d'information du soir commençait, la déclaration « L'avenir commence maintenant », dépourvue du faste royal habituel, sans décor de cérémonie, sans photographie officielle, sans briefing préalable des correspondants royaux. Juste 4 mots qui ont fondamentalement modifié la conversation sur l'avenir de la Grande-Bretagne. Des sources au sein du palais de Kensington révèlent que cette annonce était en préparation depuis des mois. William et Catherine n'ont pas seulement fait une déclaration. Ils ont discrètement mis en place l'infrastructure nécessaire pour la soutenir. Ce à quoi nous assistons n'est pas une déclaration impulsive, mais le dévoilement public d'un plan soigneusement orchestré pour moderniser le service royal. L'annonce signale quelque chose d'inédit. La prochaine génération de membres de la famille royale n'attend pas d'hériter du leadership. Elle le revendique maintenant. Les implications de cette décision audacieuse se répercutent à tous les niveaux de l'establishment britannique. Imaginez ceci. C'est un mardi après-midi de mars, et Catherine est censée revoir le plan de table d'un dîner d'État. Au lieu de cela, elle est assise sur le sol d'un centre communautaire à Birmingham, aidant un enfant de 6 ans à faire ses devoirs de lecture. Pas de caméra, pas de secrétaire de presse, pas de responsable du protocole royal à proximité. William la trouve là, 2 heures plus tard que prévu. Au lieu de s'inquiéter des préparatifs du dîner retardé, il demande à l'enfant « Qu'est-ce que tu lis ?» et s'assoit lui aussi. Cette scène, dont ont été témoins une poignée de bénévoles et de membres du personnel, ne figurerait jamais sur le site web royal officiel. Mais une photo prise sur le téléphone de quelqu'un et partagée discrètement sur les médias sociaux a déclenché quelque chose d'inédit, non pas à cause de sa grandeur, mais à cause de sa simplicité. Voici 2 personnes qui auraient pu être n'importe où, choisissant d'être là où elles pouvaient faire le plus de différence. Et les gens l'ont remarqué. Ils l'ont remarqué parce que dans un monde plein de performances et de postures, l'authenticité se distingue comme un phare. Ce qui s'est passé ensuite
a prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un moment spontané de compassion, mais du début d'une stratégie soigneusement étudiée pour reconstruire la confiance entre la monarchie et le public. Une interaction authentique à la fois. 3 semaines après la visite à Birmingham, Catherine a fait une annonce qui a envoyé des ondes de choc à travers le palais et la conscience publique. Debout non pas dans une grande salle, mais dans un refuge de Manchester où ce voyage a commencé, elle a dévoilé l'initiative Bridge. Le nom était significatif, pas une fondation, une œuvre de bienfaisance ou un patronage royal, mais un pont. Nous ne sommes pas ici pour construire quelque chose de nouveau par-dessus les problèmes existants, a expliqué Catherine à un petit groupe de travailleurs sociaux, de bénévoles et de dirigeants communautaires. Nous sommes ici pour relier ce qui fonctionne déjà et combler les lacunes où les gens tombent. William se tenait à côté d'elle, non pas en tant que futur roi faisant une grande déclaration, mais en tant que partenaire dans un but. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'approbation royale de l'initiative, sa réponse a été révélatrice. Parfois, diriger signifie diriger, et non attendre la permission de se soucier des autres. La salle est restée silencieuse pendant un moment, puis a éclaté en applaudissements spontanés, non pas suscités par le protocole ou la politesse, mais par une appréciation sincère de ce dont ils étaient témoins. 2 personnes dotées d'un privilège inimaginable, choisissant le service plutôt que la cérémonie. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Alors que cette annonce était faite à Manchester, le silence du palais de Buckingham était assourdissant, et ce silence est devenu la déclaration la plus forte de toutes. Pendant les 48 heures qui ont suivi l'annonce de l'initiative Bridge, les comptes de médias sociaux royaux officiels ont publié des informations sur tout, sauf sur ce qui s'était passé à Manchester. Garden party, nomination de parrain, devoir de cérémonie, les affaires comme d'habitude. C'était comme si l'annonce de Catherine n'avait jamais eu lieu. Derrière les murs du palais, l'atmosphère était tendue. Le roi Charles n'était pas en colère. Les sources l'ont décrit comme confus et inquiet. Ce n'était pas de la rébellion, mais ce n'était pas non plus l'approche coordonnée qu'il attendait de son héritier et de sa belle-fille. La réaction de Camilla a été plus directe. « Cela a besoin de structure », aurait-elle dit à ses conseillers. « Il faut une surveillance appropriée. » La suggestion était claire. Intégrer l'initiative Bridge à la gestion royale officielle en l'intégrant au système établi de parrainage et d'œuvres caritatives. Mais la réponse de William a été tout aussi claire. Non. Ce seul mot représentait un changement profond, non pas un défi à son père ou à sa belle-mère, mais une différence fondamentale dans la compréhension de ce dont la monarchie avait besoin pour survivre et prospérer dans le monde moderne. L'impasse était silencieuse, menée par des non-déclarations et de prudentes non-reconnaissances. Mais le public regardait, tirant ses propres conclusions sur qui menait et qui suivait. Pendant que le palais gardait son silence stratégique, William et Catherine ont continué leur travail. L'attention des médias qui les suivaient est passée des devoirs royaux à l'impact. Une visite à une banque alimentaire à Cardiff n'était pas seulement une occasion de prendre des photos. Catherine a passé 3 heures à trier les dons, à se renseigner sur les chaînes d'approvisionnement et à comprendre la logistique de la lutte contre la faim. Lorsqu'elle est partie, elle n'a pas seulement offert un don, elle s'est engagée à mettre la banque alimentaire en contact avec des fournisseurs par le biais de son réseau. L'approche de William, lors d'un sommet de la jeunesse sur le climat à Glasgow, était tout aussi pratique. Au lieu de prononcer un discours préparé, il a participé à des ateliers, pris des notes et assisté à toute la journée de discussion. Lorsqu'un jeune activiste de 16 ans l'a interpellé sur l'impact environnemental de la famille royale, il n'a pas esquivé. Il a admis les lacunes et a demandé des recommandations spécifiques. Il ne s'agissait pas d'incidents isolés,
mais d'une approche systématique privilégiant le fond à la forme, la connexion à la cérémonie. Les gens ont réagi d'une manière que la monarchie n'avait pas vue depuis des décennies. La question que tout le monde posait était la suivante. Si c'était ça le leadership royal, pourquoi ne venait-il pas du sommet? Ce que Catherine et William n'avaient pas prévu, c'est la rapidité avec laquelle l'initiative Bridge allait se développer au-delà de leur implication directe. Des communautés de tout le Royaume-Uni ont tendu la main non pas pour obtenir un patronage royal, mais pour rejoindre le réseau de connexion et de soutien qu'ils étaient en train de construire. Une clinique de santé mentale à Édimbourg a trouvé des possibilités de partenariat avec un groupe de soutien en Cornouailles. Un programme pour les jeunes à Londres s'est connecté avec des initiatives à Newcastle. L'initiative ne créait pas de nouveaux programmes. Elle tissait les efforts existants en un ensemble plus fort et plus efficace. C'est comme s'ils nous avaient donné la permission de travailler ensemble au lieu de nous disputer l'attention et les ressources, a expliqué un organisateur communautaire. Enfin, quelqu'un comprend que la solution n'est pas d'organiser davantage d'événements caritatifs, mais d'améliorer la coordination. Les visites de Catherine sur le terrain reflétaient cette compréhension. Elle arrivait avec des cahiers, des questions et un intérêt sincère pour le fonctionnement des choses, et non avec des entourages ou des équipes de médias. Sa présence ne visait pas à conférer une approbation royale, mais à établir des liens qui duraient plus longtemps que toute visite. Les efforts parallèles de William dans les domaines de l'environnement et du sans-abrisme ont suivi le même modèle. Un engagement réel, des solutions pratiques, un impact durable. Le travail parlait de lui-même, et le silence des canaux officiels ne faisait qu'amplifier sa voix. En été, des membres plus jeunes de la famille royale se renseignaient discrètement sur la possibilité de contribuer à l'initiative Bridge, non pas pour la publicité, mais parce que cela semblait significatif. Le personnel du palais s'est orienté vers les projets de Kensington plutôt que vers ceux de Buckingham. L'énergie était ciblée, collaborative plutôt que hiérarchique. Même les courtisans de longue date ont remarqué le changement. Pour la première fois de ma carrière, a confié un initié, les gens sont enthousiastes à l'idée du travail lui-même, et pas seulement du prestige de travailler pour la famille royale. La couverture médiatique a reflété ce changement. Les correspondants royaux ont écrit sur l'impact des politiques et les résultats communautaires, et pas seulement sur les devoirs de cérémonie et les choix de mode. Les histoires étaient plus complexes, plus substantielles et plus intéressantes pour les lecteurs fatigués de la couverture déconnectée de la famille royale. L'attention internationale s'est également accrue. L'approche de l'initiative Bridge a été étudiée par d'autres monarchies, des organisations caritatives et des agences gouvernementales à la recherche de modèles de leadership efficaces. Le changement le plus important a été la perception du public. Pour la première fois depuis des années, les sondages ont montré un soutien croissant à la monarchie parmi les jeunes, en particulier en raison de l'approche de William et Catherine. Le véritable test est survenu lors de la crise des inondations d'octobre dans le sud du pays de Galles. Traditionnellement, les membres de la famille royale se rendaient sur place des semaines plus tard, une fois que les efforts de rétablissement étaient organisés selon le protocole. Au lieu de cela, William et Catherine sont arrivés quelques heures après la fin des inondations dans des camionnettes louées chargées de fournitures et non dans des voitures officielles. Ils ont passé 3 jours à travailler aux côtés de bénévoles, à aider au nettoyage, à coordonner les secours et à écouter les besoins des gens. Pas de communiqué de presse, pas de photographe, juste une présence là où elle comptait. Des photos prises par des habitants les montraient avec de la boue sur leurs bottes et une inquiétude sincère sur leur visage, ce qui a eu plus de résonance que les engagements mis en scène. Ils ne sont pas venus pour être vus en train d'aider. Une victime des inondations a fait remarquer « Ils sont venus pour aider et il s'est trouvé qu'on les a vus ». Cette distinction, qui consiste à simuler l'attention plutôt qu'à la fournir, a défini leur approche,
créant un nouveau modèle de service royal du XXIe siècle. Au fil de l'automne, le fossé entre l'activité royale officielle et les initiatives de William et Catherine s'est creusé. Les fonctions d'État au palais de Buckingham sont restées formelles. Alors que l'initiative Bridge a étendu sa portée et son impact, le contraste n'était pas intentionnel, mais indéniable. Les événements traditionnels semblaient déconnectés, tandis que leur travail semblait immédiat et pertinent. Les gens ont sauté la couverture des banquets d'État, mais ont partagé des histoires de leur engagement communautaire. Le roi Charles s'est trouvé dans une position impossible. Reconnaître l'initiative Bridge pourrait cautionner l'approche indépendante de son fils. L'ignorer le ferait paraître déconnecté. Camilla a également été confrontée à des défis. Des années de gestion de sa réputation ont été éclipsées par l'approche authentique de Catherine. Il ne s'agissait pas de concurrence, mais de comparaison. Et la comparaison n'était pas flatteuse pour le modèle traditionnel. Au sein du palais, la tension était palpable, non pas de la colère, mais de l'incertitude quant à la direction et à l'autorité. Qui dirigeait l'avenir de la monarchie? Ceux qui avaient un des titres ou ceux qui inspiraient le respect du public? La période de Noël a mis cela en évidence. La traditionnelle émission royale de Noël était formelle, soulignant la continuité. Le roi Charles et Camilla ont assisté au service religieux du jour de Noël à Sandringham, regardé avec respect, mais sans enthousiasme. 3 jours plus tard, William et Catherine ont diffusé un message de fin d'année, non pas une émission formelle, mais une simple vidéo filmée dans un centre communautaire de l'initiative Bridge, entouré de bénévoles, de bénéficiaires et de leaders communautaires devenus des collaborateurs. Leur message était personnel. Ils évoquaient ce qu'ils avaient appris, reconnaissaient leurs erreurs et exprimaient leur gratitude d'avoir été admis dans la vie des gens. Ils ont exposé des plans concrets pour l'année à venir, des objectifs mesurables, des promesses responsables. Le contraste était frappant. Un message sur la monarchie, un autre de la monarchie. La réaction du public a montré lequel était le plus efficace. Il ne s'agissait pas de popularité, mais de but. William et Catherine ont redonné au service royal sa pertinence, non pas en changeant ce qu'ils disaient, mais en transformant ce qu'ils faisaient. Au Nouvel An, l'initiative Bridge s'était transformée en un réseau autonome de connexion communautaire. Indépendante des systèmes traditionnels de patronage royal, le rôle de Catherine est passé de celui de mécène à celui de facilitatrice, de celui de figure de proue à celui de partenaire de travail. Le travail de William dans les domaines de l'environnement et de la justice sociale a développé des caractéristiques similaires, de véritables partenariats, des résultats mesurables, une transparence des responsabilités. Le paysage médiatique a changé. 2 correspondants royaux ont couvert les développements politiques et l'impact social, et pas seulement les cérémonies. Le modèle des initiatives Bridge a été étudié dans le monde entier par des familles royales, des agences gouvernementales et des organisations caritatives. L'opinion publique s'est cristallisée autour d'une nouvelle compréhension du service royal. Non pas la cérémonie pour elle-même, mais le but par l'action. Non pas la distance maintenue par le protocole, mais la connexion par l'engagement. Le tournant a eu lieu en mars, 1 an après le début de l'initiative Bridge. Catherine a visité le refuge de Manchester où elle avait commencé, rencontrant la même jeune mère dont les besoins avaient suscité le voyage. La conversation privée a eu un impact visible, une relation qui a créé un véritable changement dans la vie d'une personne et, à travers elle, dans la vie de ses enfants. Catherine n'était pas entourée de responsables du protocole, mais de leaders communautaires, de travailleurs sociaux et de bénévoles devenus des collègues, des collaborateurs et des amis. La transformation était complète, mais en cours. Ce qui avait commencé comme une approche alternative était devenu la norme pour un service public significatif. Le parcours de William
a atteint un point similaire. Son travail sur l'environnement est passé des gestes symboliques aux changements systémiques. Ses initiatives en matière de justice sociale sont passées des dons de bienfaisance à la réforme structurelle. Le futur roi ne se préparait pas seulement à hériter d'un trône. Il redéfinissait ce que signifiait s'y asseoir. Le palais était confronté à un choix: continuer sur des voies parallèles, mettant en évidence le contraste entre l'ancien et le nouveau, ou intégrer ces innovations sans compromettre l'authenticité. Le roi Charles a commencé à intégrer un engagement de fond dans son emploi du temps. Camilla a mis l'accent sur l'impact pratique de ses patronages et la maison royale s'est adaptée aux nouvelles attentes. Le véritable changement avait déjà eu lieu. William et Catherine ont montré qu'une monarchie moderne pouvait respecter la tradition tout en répondant aux besoins contemporains. Ils ont prouvé que la légitimité institutionnelle provient de la confiance acquise, construite une interaction authentique à la fois. Aujourd'hui, l'initiative Bridge fonctionne comme un réseau permanent reliant les communautés à travers le Royaume-Uni et au-delà. Catherine est passée du statut de princesse, s'informant sur les questions sociales, à celui d'experte partageant ses connaissances. Elle n'a pas attendu de devenir reine pour diriger. Elle a commencé et a prouvé que le leadership est une question de service et non de statut. La transformation de William est tout aussi profonde. Le futur roi aborde son rôle comme une responsabilité à gagner chaque jour par une contribution significative. Son travail sur les questions environnementales et de justice sociale est passé d'un soutien symbolique à un changement systématique. Ensemble, ils ont suscité l'enthousiasme quant à ce que le service royal peut accomplir lorsqu'il est guidé par un objectif, prouvant que la tradition et l'innovation sont des partenaires au service à la fois de la continuité et du changement. Leur révolution n'a pas été annoncée par des proclamations, mais démontrée par d'innombrables moments de calme et d'engagement authentique, de soin et de résolution de problèmes. Ils ont changé la monarchie, non pas en rejetant son histoire, mais en montrant comment elle pouvait éclairer un avenir significatif. Ils ont modifié les attentes du public concernant le leadership institutionnel. Non pas la performance du pouvoir, mais la preuve du service. Leur approche a inspiré des changements au sein de la famille royale et au-delà, d'autres dirigeants étudiant et adaptant leurs méthodes. Ce qui a commencé comme un engagement envers les besoins de la communauté est devenu un modèle pour le service public moderne. Un leadership authentique n'attend pas une autorité formelle. Il commence par un engagement, se poursuit par une action cohérente et réussit en créant un changement qui parle de lui-même. La couronne qu'ils porteront un jour a été transformée par la façon dont ils ont servi avant de la recevoir. Le moment venu, ils hériteront de titres après avoir déjà gagné la confiance, le respect et l'affection de ceux qu'ils servent. C'est ainsi que les institutions évoluent, non pas par des bouleversements, mais par des individus dévoués qui voient des possibilités de changement positifs et s'engagent à les concrétiser. William et Catherine n'ont pas détruit la monarchie traditionnelle. Ils l'ont transformée en quelque chose de plus significatif, de plus pertinent et de plus précieux. Leur révolution continue chaque jour, une interaction authentique à la fois. Le titre de princesse de Galles porte des souvenirs douloureux liés au mariage de Diana. Il aurait été difficile pour Camilla de prendre le titre sans critique, ce qui a été encore compliqué par la relation de Charles avec elle pendant son mariage avec Diana. Au lieu de cela, Camilla a adopté le titre moins connu de duchesse de Cornouailles après avoir épousé Charles, une décision réfléchie et moins controversée. Initialement, il était prévu qu'elle soit princesse consort lorsque Charles deviendrait roi plutôt que reine consort. Cependant, au début de 2022, la reine Élisabeth II a exprimé son souhait que Camilla soit reine consort lorsque Charles accéderait au trône, remodelant ainsi la perception publique et institutionnelle de son rôle. La famille royale a géré la question du titre avec soin en raison du sentiment du public
et de l'impact puissant de Diana, qui persiste encore aujourd'hui. Diane a embrassé ses responsabilités royales après avoir épousé Charles, devenant active dans la vie publique. Sa première visite au pays de Galles en octobre 1981 a marqué le début de nombreux engagements internationaux. En 1983, elle et Charles, avec le bébé William, ont visité l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Plus tard, le prince Harry les a rejoints en Italie en 1985. Ils ont représenté la monarchie dans des pays comme le Brésil, l'Inde, le Canada, le Nigeria, le Cameroun, l'Indonésie et plusieurs nations européennes, participant à des événements comme la cérémonie de l'empereur Akihito au Japon. Leur dernier voyage ensemble a eu lieu en Corée du Sud en 1992 avant leur séparation. Ces voyages ont aidé Diana à gagner l'admiration du monde entier, faisant de son souvenir une raison essentielle de la gestion prudente des titres royaux. La portée mondiale de Diana a commencé en septembre 1982, lorsqu'elle a assisté aux funérailles d'État de la princesse Grace de Monaco en tant que représentante de la reine. Un moment important aux yeux du public. Son premier voyage en solo en février 1984 en Norvège a soutenu le London City Ballet, un patronage qu'elle chérissait. Elle a effectué des visites marquantes aux États-Unis, en Allemagne, au Pakistan, en Égypte, en Suisse, en France, au Népal, en Afrique du Sud, en Hongrie, en Belgique et au Zimbabwe. Son travail caritatif et son style de créatrice de tendance ont fait d'elle une icône humanitaire et de la mode, mettant en lumière les créateurs britanniques. Diana a soutenu plus de 100 organisations axées sur le sans-abrisme, le handicap, le bien-être des enfants et la sensibilisation au VIH, en portant ces questions à l'attention du public. En décembre 1993, elle a réduit ses engagements publics pour équilibrer sa vie publique et privée. Même après s'être séparée de Charles, elle est restée active dans les grands événements comme les anniversaires de la Victoire en 1995. Après son divorce, elle a démissionné de la plupart de ses activités caritatives et de ses rôles militaires, mais est restée engagée auprès d'organisations comme Centrepoint, l'English National Ballet, la Leprosy Mission, le National AIDS Trust, Great Ormond Street Hospital et le Royal Marsden Hospital. Sa dernière apparition en juin 1997 a mis en valeur ses robes emblématiques lors d'un événement caritatif à Londres et à New York. Pour son 36e anniversaire, le 1er juillet 1999, elle a célébré le centenaire de la Tate Gallery. Sa dernière mission au Royaume-Uni a eu lieu le 21 juillet, lorsqu'elle a visité le service des urgences pédiatriques de l'hôpital Northwick Park. En 1997, Diana s'est concentrée sur l'élimination des mines terrestres, se rendant en Angola en janvier pour sensibiliser l'opinion publique. En juin, elle a pris la parole lors d'une conférence sur les mines terrestres à Londres et s'est rendue à Washington, D.C. pour soutenir l'initiative anti-mines terrestres de la Croix-Rouge américaine. Elle a rencontré Mère Teresa à New York et a effectué ses dernières missions en Bosnie, visitant des initiatives de lutte contre les mines terrestres. Sa marche dans un champ de mines angolais a attiré une attention inégalée sur la cause. Beaucoup se demandent si Catherine laissera un impact durable similaire. Catherine et William se sont rencontrés à l'université de St Andrews, vivant dans la même résidence universitaire. Leur romance a commencé en 2003, partageant une maison avec des amis en 2e année. Ils se sont brièvement séparés en 2004, mais se sont réconciliés. Leurs fiançailles ont été annoncées en décembre 2010, suivies de leur première apparition publique conjointe lors d'une collecte de fonds pour un organisme de bienfaisance pour les adolescents atteints de cancer. En février 2011, ils ont assisté à une cérémonie de baptême d'un bateau de sauvetage à Anglesey, où ils vivaient. En mars, ils ont visité Belfast, établissant des liens avec les habitants. Après leur mariage en 2011, Catherine a accueilli le président Barack Obama et la première dame Michelle Obama au palais de Buckingham, renforçant ainsi les liens entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Cet été-là,
Ils ont visité le Canada et la Californie, marquant la première visite de Catherine aux États-Unis en tant que membre de la famille royale. En octobre 2011, elle a assisté à son premier événement en solo, accueillant à Clarence House en l'absence de Charles. En mars 2012, Catherine a prononcé son premier discours public dans un hospice pour enfants, une cause qu'elle a défendue en tant que mécène des hospices pour enfants d'East Anglia. Elle et William ont été ambassadeurs des Jeux olympiques de Londres 2012 et pendant le jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Ils ont visité des nations du Commonwealth comme Singapour, la Malaisie, Tuvalu et les îles Salomon. Le premier discours de Catherine à l'étranger, en Malaisie, s'est inspiré de son travail dans les hospices. En août 2013, après avoir accueilli le prince George, ils ont assisté à un événement de marathon à Anglesey. En 2014, ils ont visité l'Australie et la Nouvelle-Zélande avec George. Et en juin, ils ont honoré le 70e anniversaire du jour J en France. La première visite royale en solo de Catherine était prévue à Malte en septembre 2014, mais a été reportée en raison de sa deuxième grossesse, William représentant la famille. En octobre 2015, Catherine a assisté à son premier banquet d'État, accueillant le président chinois Xi Jinping. En 2016, ils ont visité l'Inde et le Bhoutan, et en 2018, la Suède et la Norvège, se renseignant sur les soins palliatifs pédiatriques. En 2019, ils ont visité l'Irlande du Nord et le Pakistan, le premier voyage royal là-bas en 13 ans. En juin 2019, Catherine est entrée dans l'histoire en tant que premier membre de la famille royale à saluer en tant que colonel des Irish Guards lors de la relève de la garde. Catherine a hésité à accepter le titre de princesse de Galles en raison de son association avec Diana, qu'elle admirait. Selon la biographie de Robert Jobson, Catherine, la princesse de Galles, elle a envisagé de suivre l'exemple de Camilla en utilisant un titre différent pour éviter les comparaisons. Malgré des discussions internes, elle a accepté le titre le 9 septembre 2022, lorsque Charles est devenu roi et William a été nommé prince de Galles. Le poids émotionnel s'était allégé et elle a été félicitée pour avoir assumé ce rôle avec grâce. La mort de Diana en 1997, dans un accident de voiture à Paris, à l'âge de 36 ans, a choqué le monde. Des allégations controversées d'actes répréhensibles impliquant le gouvernement britannique ont déclenché des enquêtes et des conversations mondiales. William a parlé de l'impact profond de sa perte, espérant réconforter les autres. L'héritage émotionnel de Diana a rendu Catherine prudente, mais William a souligné dans une interview à ITV en 2010 qu'on n'attendait pas de Catherine qu'elle remplace Diana, mais qu'elle construise son propre chemin. L'approche moderne de Catherine embrasse les médias sociaux, la défense de la santé mentale et le développement de la petite enfance. Son enquête 5 Big Questions sur la petite enfance en 2020 l'a positionnée comme une défenseure des politiques. Par le biais du Royal Foundation Center for Early Childhood, elle aborde les questions de société, façonnant une nouvelle image royale ancrée dans l'empathie et la pertinence. Son parcours équilibre les responsabilités royales avec l'héritage de Diana, forgeant un chemin de grâce, de croissance et de contribution significative. Les choix concernant les titres et les rôles reflètent l'impact durable de Diana dans le sentiment du public. Alors que Catherine s'avance en tant que princesse de Galles, un nouveau chapitre se déploie, écrit avec détermination, respect et force tranquille,